les accords que nous avons vus, en tout cas dans les grandes entreprises de plus de 300, quand il y a, quand il y a un travail sur le statut collectif, c'est souvent parce qu'il y a eu des fusions préalables ou des rapprochements, ou qu'une entreprise qui détient pas mal de filiales souhaite uniformiser son statut collectif de façon aussi à favoriser la mobilité en son sein. Voilà. Mais des accords à froid qui viennent toucher l'ensemble du pacte, en fait, nous, on n'en a pas vu. Donc vos usages à vous, ils sont un peu différents et finalement, ce qui se rapproche le plus de votre cas dans ce que nous avons vu, c'est quelques accords qui portent sur la rémunération variable des populations cadres généralement, enfin d'une catégorie du personnel, et où l'entreprise veut adapter son P-plan et plutôt que de prendre le risque d'avoir une partie de sa population qui refuse l'accord et qui quitte l'entreprise via éventuellement un PSE s'il y a plus de 10 salariés concernés, les entreprises mettent en place des accords de performance collective, ce qui leur permet de sécuriser leurs évolutions. Voilà, donc ça c'est tous les contextes à froid. Et puis il y a une autre moitié assez importante où il s'agit là de renforcer la compétitivité, donc c'est pas votre cas, enfin renforcer la compétitivité dans des contextes dégradés. Et bon, il y a une minorité de ces cas, c'est les anciens accords de compétitivité tels qu'on les voyait avant. Et puis beaucoup de cas qui tournent autour de la nécessité d'adapter une entreprise qui dispose de réseaux de points de contact avec la clientèle, que ce soit des réseaux de vente ou autre chose. Et voilà, avec le développement des ventes sur le web, typiquement dans les commerces ou dans d'autres activités, une reconfiguration de dispositifs d'implantation géographique. Et donc, ce qui est intéressant dans ces accords, c'est que généralement, ils donnent de la visibilité. C'est quand même quelque chose dont en France, la négociation et des transformations a beaucoup souffert. C'est que les entreprises rechignent à donner de la visibilité à moyen terme sur qu'est-ce qu'elles souhaitent faire. Il y a beaucoup de peur vis-à-vis de ça. Et là, dans ces accords des accords de performance collective, il y a quelque chose d'un peu nouveau qui est que l'entreprise annonce la couleur. Elle annonce la couleur, je souhaite fermer tel et tel établissement à échéance 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et je vais mettre des moyens pour faire en sorte que les salariés ils puissent le mieux possible suivre les évolutions en évoluant géographiquement ou professionnellement. Et en même temps, je modifie les clauses de mobilité de façon aussi à les inciter un peu plus à suivre, parce qu'il n'y aura pas de PSE, c'est-à-dire que ceux qui refuseront, ils quitteront l'entreprise avec juste le droit de s'inscrire à Pôle emploi et pas d'indemnité. Enfin, c'est ce qu'on voit dans beaucoup d'accords. Donc, pour le coup, ces accords ne génèrent en général aucune préférence pour le chômage. C'est plutôt orienté bouger avec l'entreprise ou aller à Pôle emploi, et puis c'est tout, quoi. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on observe aussi, c'est que il n'y a pas... on a parlé de l'absence pour les représentants du personnel d'aller chercher des conseils, en fait. Et puis aussi, il y a ce qui est dans l'ensemble dans ces accords. Le bilan est généralement compliqué à faire sur quel est l'équilibre des contreparties, mais dans l'ensemble, on constate que les contreparties nous paraissent relativement mesurées par rapport à ce qu'on peut voir dans des PSE ou même dans des dispositifs GPEC. Et il y a probablement, pour les représentants du personnel, sans doute un peu plus d'ambition à aller chercher sur les contreparties en échange des simplifications et de la sécurité que créent ces accords pour les entreprises, parce que c'est quand même une innovation qui est à notre sens extrêmement importante et qui est susceptible de changer la façon dont les entreprises gèrent leur transformation à l'avenir. Alors nous, par rapport à votre étude, nous on n'est absolument pas dans ce cadre-là. Oui, j'ai bien noté. C'est encore un usage différent. Ça montre montre qu'il y a plein d'innovations possibles. Je doute absolument pas qu'il y ait eu tous ces cas-là et je vois à peu près dans quelles circonstances.
Mais c'est vrai que nous, les entreprises, c'était pas en difficulté économique. Oui. Il n'y avait pas, on va dire, de problème immédiat sur la compétitivité, mais il faut partir du principe que la compétitivité, d'une manière générale, est tout le temps menacée, de toute façon. Quoi qu'il arrive, même quand on va bien, que ce soit par les pays hors de l'UE, parfois, on va dire, en UE, parfois les médias, hein, on est dans la plasturgie, tout le monde entend le plastic bashing en cours. Et donc, en l'occurrence, faut pas, nous, ce qu'on estime pour les entreprises, c'est qu'il ne faut pas attendre quand ça va mal pour commencer à prendre des mesures, à faire des PSE, à faire des économies, à couper, etc. C'est quand ça va bien, justement, et aujourd'hui, les entreprises, globalement, on va dire, se portent relativement bien, mis à part les problèmes de recrutement, mais globalement, économiquement, ça va. Et donc on leur dit, bah, écoutez, dès maintenant, mettez en place les éléments qui permettront, en cas de coup dur aussi, de pouvoir amortir le choc. Parce qu'en fin de compte, les contreparties que l'entreprise va avoir, ce n'est pas des gains immédiats qu'elle va avoir. C'est que là, pour les salariés, les gains sont immédiats. Les gains, si on augmente le pouvoir d'achat, si on met des choses en place, les salariés les ont immédiatement. Donc l'entreprise, c'est sur la durée qu'elle va récupérer. Ça veut dire, allez, à l'horizon 6 mois, 1 an et demi, on voit déjà, on va dire, quand on fait un peu le bilan, une évaluation, on voit déjà un gain, mais plus le temps passe, plus le gain est important. Donc c'est aussi un pari sur l'avenir, c'est-à-dire que quand une entreprise fait ça, et c'est ce qu'on explique au chef d'entreprise, et que le chef d'entreprise d'ailleurs réexplique également aux salariés, c'est qu'en fait c'est une preuve que l'entreprise veut être pérennisée, c'est que l'entreprise veut continuer à exister. Si on voulait pas justement, on n'avait pas une vision à long terme ou à moyen terme, on ferait pas tout ça. Nous, dans aucune des entreprises dans lesquelles il y a eu des accords de performance collective, il y a eu un salarié qui a refusé l'application de l'accord. Il n'y en a même pas eu un, donc on ne s'est même pas posé la question de savoir s'il allait être licencié ou pas pour refus d'application de l'accord, il n'y en a pas eu un seul. Donc, et pourquoi? Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas eu des conseils extérieurs, donc ça peut être une habitude à prendre, et moi je pense que de même que nous on est conseil extérieur pour nos entreprises et qu'on intervient sur le terrain, on va en réunion de négociation, on va en réunion de CSE, on rencontre le délégué syndical avec leur accord bien évidemment, mais qu'ils aient un conseil également extérieur, moi je pense que c'est toujours bien pour pouvoir justement un peu dépersonnaliser les choses. Mais ce qu'on voit, c'est que contrairement à d'autres peut-être négociations, quand un DS par exemple signe un accord, on va dire, sur un thème, sur l'égalité ou sur des choses comme ça, qu'il signe après avoir négocié, mais lui-même d'une certaine manière, pour un accord de performance collective, il va faire le tour des salariés. C'est-à-dire que là, il va dire, attendez, moi je ne vais pas m'engager tout seul, je vais aller voir les collègues, je vais faire le tour un peu de l'atelier, je vais leur dire qu'est-ce que vous en pensez, etc. Je vais un peu humer un peu l'atmosphère. Et on voit que les décisions ne sont pas prises seules, c'est-à-dire que l'élu nous dit, écoutez, voilà, moi très souvent, je ne vais pas forcément décider seul, sauf s'il connaît très bien, on va dire, vraiment la structure de l'entreprise, mais il dit, voilà, moi je vais quand même aller voir les collègues, on va voir ce qu'ils en pensent par rapport à tout ça. Et s'il le faut, ils nous le disent d'ailleurs, s'il le faut, est-ce que c'est possible d'organiser une réunion avec tout l'ensemble du personnel, de réunir 20, 30, 40 personnes s'il le faut, ou 100 personnes, dans une grande salle, et de leur expliquer en gros, de leur mettre une fiche de paye, et de leur dire avant c'était ça, après c'est ça. Donc de manière très concrète, qui voit exactement le gain. Donc ça c'est quand même une énorme nouveauté dans le sens où les élus ou les syndicats, quand il y en a, se retournent vers leur base pour ce genre d'accord, justement, parce qu'on touche effectivement à beaucoup de thèmes. On touche à beaucoup de thèmes, et c'est aussi ce qui permet peut-être de développer ce genre d'accord, parce que dès lors qu'on se limitera, et je connais effectivement la position de certains avocats, d'ailleurs très sérieux et très sympathiques, mais qui ont effectivement une prudence, on va dire, à vouloir, on va dire, étendre les thèmes. Moi, je pense qu'il n'y a aucun risque à un accord. Je veux dire, on peut mettre ce qu'il est possible de mettre dedans, c'est la négociation. Et du moment qu'on respecte aussi effectivement l'attribution de l'accord de performance collective sur les thèmes qui sont abordés. Mais pour moi, je ne pense pas qu'il y ait un risque par rapport à ça, mais c'est ça qui fait vendre aussi auprès de nos entreprises. C'est que si on vient leur dire que c'est pour revoir la rémunération variable des cadres, à part peut-être une ou deux boîtes qui a ce cas particulier chez lui, il va dire bon, je ne vais pas faire un accord juste pour parler de ça. Mais si on leur dit écoutez, on peut parler du temps de travail, de l'aménagement du temps de travail, on peut discuter de la prime d'ancienneté, par exemple. C'est-à-dire, il y a des entreprises dans lesquelles sur la prime d'ancienneté, c'est l'exemple parfait, on en fait ce qu'on veut. Il y a des boîtes qui ont supprimé la prime d'ancienneté. Alors quand j'ai supprimé, c'est avec intégration au salaire de base. Sauf que l'intégration au salaire de base, ça a aussi une conséquence, c'est que le taux horaire il monte.
Oui. Donc les heures supplémentaires sont mieux payées, Oui. donc la majoration de nuit est mieux payée. Donc tout ça, ça doit être chiffré. Donc l'entreprise doit également faire un chiffrage. Et c'est d'ailleurs, je dirais, la première étape. C'est-à-dire Oui. que dès lors que l'entreprise, on lui présente les éléments, c'est le chiffrage à faire. Il y a des boîtes dans lesquelles on enlève les premiers seuils, on dit que l'ancienneté, la prime, c'est à partir de 6 ans ou de 9 ans, c'est pas à partir de 3 ans. Donc vraiment, on peut vraiment faire ce qu'on veut et par rapport, on va dire, aux besoins, on va dire, vraiment de l'entreprise. Et c'est ça vraiment la grande nouveauté et le bienfait, on va dire, de ces APC. D'accord. Oui, vous disiez aussi que quand vous mettiez en œuvre un accord APC, enfin que vous aidiez à mettre en œuvre un accord APC dans une entreprise, généralement c'était aussi la fin d'un certain nombre de distinctions catégorielles entre cadre et non-cadre, avec donc une uniformisation du statut. Ça résulte de quoi en fait c'est un choix, enfin c'est une conviction ou c'est, enfin pourquoi en fait? Alors il y a deux choses. Il y a déjà politiquement le statut de cadre, on ne sait pas ce que ça va devenir. À un moment donné, effectivement, les avantages catégoriels, effectivement, risquent effectivement d'être, on va dire, remis à plat. Deuxième point, c'est aussi de montrer que l'encadrement fait un effort. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on enlève? L'indemnité de licenciement, si par accord d'entreprise, vous mettez l'indemnité de licenciement au légal pour tout le monde, c'est l'encadrement qui va perdre, parce qu'eux, ils avaient une indemnité qui était supérieure au légal. Quand vous diminuez le préavis de licenciement, c'est effectivement le préavis des cadres qui va être le plus touché. Quand vous mettez des jours de carence, par exemple, je prends le cas de la plasturgie, aujourd'hui, un cadre n'a jamais de carence. Il peut être arrêté une fois, 2 fois, 3 fois, pourtant c'est la population la moins malade d'ailleurs, mais ils n'ont jamais de carence. La partie non-cadre, qui va de l'ouvrier jusqu'à l'agent de maîtrise, ils n'ont pas de carence au premier arrêt et ils ont une carence à partir du deuxième. Et nous, ce qu'on dit, c'est de mettre une carence dès le premier arrêt pour tout le monde. Voilà. Donc il n'y a plus de distinction, effectivement, entre le cadre qui aurait une meilleure indemnisation pendant l'arrêt de travail que le non-cadre. Donc ça, on essaye effectivement d'harmoniser parce que il y a il y avait quand même pas mal de choses qui sont demandées en termes, on va dire, d'aménagement du temps de travail, et notamment d'organisation et de souplesse, on va dire, du temps de travail et d'horaire de travail pour pouvoir les changer, les modifier. Et ça, ce sont les ouvriers et les employés qui font l'effort à un moment donné. Et c'est eux aussi qui auront d'ailleurs la plupart des contreparties. Mais à un moment donné, il faut aussi que l'encadrement le fasse. Et on constate dans toutes les boîtes, je veux dire, j'ai pas vu dans les entreprises le DRH ou la RH ou le directeur de prod venir dire ah non, moi je tiens à mes jours de carence, etc. Ils ont dit non, il n'y a aucun souci, allons-y. Je veux dire, effectivement, on montre qu'on participe à l'effort de guerre, on va dire, à ce niveau-là, et qu'on est prêt à lâcher effectivement l'avantage qu'on a en termes d'indemnité de licenciement, de préavis, d'arrêt de travail ou des choses comme ça, pour pouvoir permettre justement de faire avancer la négociation. Surtout qu'en face de nous, souvent, les gens qui négocient, que ce soit des élus ou des délégués syndicaux, c'est souvent des employés ouvriers. Et d'ailleurs, c'est souvent eux, même quand il y a un délégué syndical de l'encadrement, il est minoritaire. Je veux dire, c'est pas lui qui est décisionnaire, in fine, sur l'accord. Mais est-ce que ça veut dire que globalement, ces accords que vous signez changent les équilibres en faveur des ouvriers, des employés, plutôt au détriment du personnel d'encadrement, ou est-ce qu'il n'y a pas de... Je dirais que ça rétablit un équilibre en fait. Ça rétablit un équilibre. On enlève effectivement quelques désavantages d'un côté pour on va dire tel des vases communicants pour pouvoir les faire passer de l'autre côté. Aujourd'hui, on a dans beaucoup d'entreprises, les salariés disent, les élus, pourquoi, dans les PME notamment, pourquoi est-ce que moi j'ai une mutuelle moins bonne que le cadre, ou pourquoi j'ai une prévoyance moins bonne, pourtant j'ai plus de chances de tomber malade, etc. Pourquoi est-ce qu'il est mieux indemnisé? Donc il y a toutes ces choses-là, et on sent qu'effectivement, voilà, il y a ce côté inégalité qui n'est pas le fait d'avoir un accord cadre de branche pour les cadres et un accord pour les employés ouvriers. C'est un peu une distinction, c'est comme le métro à l'époque, première classe, deuxième classe. Maintenant dans le métro, il n'y a plus de première classe, deuxième classe. Je veux dire, ça a dérangé personne. Et donc là, c'est exactement la même chose. Ça permet aussi de mettre une égalité